Donc, on va inviter Dr Babria tout de suite pour nous parler du deuxième cas clinique. Maintenant, c'est une anaphylaxie médicamenteuse. Merci beaucoup. Je commence par remercier les membres du bureau de la Société tunisienne de pédiatrie et le groupe d'allergologie et de pneumologie pédiatrique de m'avoir associé à cette EPU. Et nous allons enchaîner avec ce deuxième cas clinique. Donc, il s'agit de Khalil, qui est un enfant âgé de 13 ans, qui est hospitalisé pour fièvre et asthénie. Donc, il est issu de parents consanguins de premier degré. Il est le junior d'une fratrie de 3 enfants. Il n'y a pas d'antécédents familiaux ou personnels particuliers. Donc, l'histoire de la maladie, c'est une fièvre, des vomissements, asthénie et arthralgie qui évoluent depuis 7 jours. Il était mis sous traitement antibiotique par un médecin de libre pratique sans amélioration, ce qui a motivé son transfert à notre service pour hospitalisation. Donc, à l'examen, il était fébrile à 40,1, son état général était moyen, il était eutrophique. L'examen cardio-pulmonaire était normal, il n'avait pas de syndrome méningé, son abdomen était souple, il n'y avait pas d'hépatomégalie ni de splénomégalie, il n'y avait pas de lésions cutanées, il n'y avait pas de douleur osseuse ni d'arthrite. Le bilan de première intention pratiqué a montré à la NFS des blancs à 6800, nous avons trouvé une lymphopénie à 650 éléments par millimètre cube, l'hémoglobine était normale, il avait une thrombopénie à 80 000 éléments par millimètre cube. Donc la CRP était très élevé à 227 mg par litre, le multistix était négatif et la radiographie thoracique était sans anomalie. Alors comment on va compléter le bilan étiologique de cette fièvre prolongée chez cet enfant âgé de 13 ans? D'accord. Pas en première intention? D'accord. D'accord. Donc nous avons complété ce bilan par un bilan hépatique qui a montré une cytolyse hépatique à 6 fois la normale, une gamma GT à 31 unités par litre, un TP qui est légèrement bas à 61%, la glycémie et la calcémie étaient normales, le bilan rénal était correct et le bilan pour le syndrome d'activation macrophagique était normal. Donc devant cette cytolyse à 6 fois la normale, nous avons réalisé des sérologies virales, donc les hépatites A, B et C étaient négatives. Les sérologies de l'EBV, CMV, des IgM étaient négatives. La sérologie de Lyme devant l'association des arthralgies était négative et celle des salmonelles était de même négative. Donc, comment on va avancer? Une imagerie abdominale. Donc, voilà l'échographie et le scanner. Alors, il s'agit au niveau de l'échographie d'une collection à contenu échogène, hétérogène, au niveau des segments 7 et 8. Cette lésion était bien limitée, arrondie, qui est faite de multiples logettes liquidiennes de tailles différentes à la TDM. Donc, le diagnostic, c'est un abcès hépatique. C'est un abcès hépatique. Donc, pour voir l'étiologie de cet abcès hépatique, nous avons complété par une sérologie amibiase qui était négative, donc des hémocultures pour voir si c'est un abcès apiogène, donc qui était par la suite négative, et une sérologie hydatique qui était faite par principe, quoique l'aspect radiologique n'évoquait pas un kyste hydatique du foie, mais la sérologie était négative. Donc pour avoir la confirmation du diagnostic, nous avons fait une ponction scanoguidée de cet abcès qui a montré un liquide sanguinolent épais, hétérogène, avec une pléocytose à 39 éléments par millimètre cube. Donc l'examen direct était négatif, il n'y avait pas de bacilles acido-alcoolo-résistants et la culture sur les milieux spécifiques et de Saburo était négative. Donc au terme de ces bilans, nous avons pu retenir qu'il s'agit d'un abcès hépatique idiopathique apiogène. Donc, et nous avons entamé une antibiothérapie parentérale par céfotaxime, métronidazole. Donc la céfotaxime à 100 mg kg, métronidazole à 15 mg kg, de l'amicacine à 15 mg kg pour une durée de 4 à 6 semaines. Donc le métronidazole a été maintenu pendant 10 jours et l'amicacine pendant 5 jours. Alors l'évolution initiale était faite par une apyrexie durable des J4 d'antibiothérapie, une diminution de la CRP jusqu'à négativation à J15 d'antibiothérapie et la normalisation progressive des enzymes hépatiques progressivement de J1 jusqu'à donc à J8 déjà les enzymes hépatiques étaient normales. Donc, et sur le plan radiologique, l'échographie faite à J8 d'antibiothérapie, elle a montré une nette diminution de la taille de la collection avec persistance d'une logette au niveau du dôme saillant qui était inaccessible au drainage. Donc, on était bien content, on allait continuer notre antibiothérapie jusqu'à ce que, et comme un coup de tonnerre dans un ciel serein,
À J17 d'hospitalisation, ce petit Khalil a repris la fièvre à 39-40 degrés, donc il a altéré son état général. L'examen a montré une éruption cutanée maculo-papuleuse, prurigineuse, diffuse à tout le corps. Donc l'examen a montré des adénopathies cervicales bilatérales de 2 cm de diamètre, fermes, mobiles, indolores au niveau des chaînes jugulaires externes droite et gauche. Qu'est-ce qu'on va faire? Un bilan qui va comprendre, d'accord, donc un bilan infectieux, d'accord, donc voilà son bilan, une échographie de contrôle. Qui peut interpréter ce bilan? Donc, ce bilan a montré des globules blancs à 10 900, mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a une hyperéosinophilie à 1410 éléments par millimètre cube, une hyperbasophilie à 360 éléments par millimètre cube. Donc, la radiographie thoracique était normale, l'échographie abdominale qu'on a refaite en urgence parce qu'il y avait une collection qui était jusque-là présente, mais cette échographie a montré une plage échogène hétérogène de nature séquelaire et n'a pas montré de collection. Donc, le bilan hépatique de même a montré une réascension des enzymes hépatiques qui devenaient à 2 fois la normale, alors le bilan était normal à J8 d'antibiothérapie et les hémocultures qui étaient déjà négatives. Donc, en voyant ce bilan, on peut évoquer un diagnostic. Tout à fait, donc une anaphylaxie médicamenteuse, et pas n'importe quelle anaphylaxie médicamenteuse, c'est ce qu'on appelle le DRESS syndrome. C'est une réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques. Alors pour retenir ce diagnostic, plusieurs scores ont été établis, mais le plus connu et le plus utilisé en pratique courante, c'est le score Regis-Car. Alors ce score, il présente plusieurs items. Qu'on va coter -1, 0, 1, 2. Le score minimal, il est de -4, le score maximal, il est à 9. Donc, ça va comprendre la fièvre, les adénopathies, l'éosinophilie, les lymphocytes atypiques, l'atteinte cutanée, une atteinte viscérale et l'évaluation d'autres atteintes systémiques. Alors, le diagnostic de DRESS syndrome sera retenu sera certain si le score Regis-Car est strictement supérieur à 5. Il sera probable entre 4 et 5. Il est possible entre 2 et 3 et on va exclure ce diagnostic de DRESS si le score il est strictement inférieur à 2. Alors pour notre patient, il avait la fièvre supérieure à 38,5, il avait une polyadénopathie, une éosinophilie à 1410. Donc l'exanthème était diffus à tout le corps, donc plus de 50% de la surface corporelle. C'était un exanthème évocateur de DRESS, c'était morbilliforme, maculeux-papuleux. Donc, nous avons noté une atteinte viscérale du foie. Donc, nous avons pu retenir cette atteinte vu la réascension des enzymes hépatiques. Et nous avons exclu d'autres diagnostics qui pourraient expliquer ce diagnostic clinique. Donc, chez Khalil, le score Regis-Car était à 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va prendre en charge ce syndrome? À votre avis? Tout à fait. Donc, la première chose à faire, c'est d'arrêter absolument le médicament suspect. Donc, dans notre cas, nous avons arrêté la céfotaxime que nous avons switché par l'imipéné pour pouvoir traiter notre abcès hépatique qui est déjà en cours d'évolution. Nous avons fait un bilan d'organes, donc la radiographie thoracique était normale, l'échocardiographie était normale et le bilan rénal était normal et nous avons donné des antihistaminiques par voie orale. Nous avons de même déclaré et pris l'avis de pharmacovigilance qui a dit qu'il est préconisé d'éviter la prescription du céfotaxime jusqu'à la réalisation des tests cutanés. Donc l'évolution ultérieure était faite par une apyrexie obtenue déjà 24 heures après l'arrêt de la céfotaxime. Donc les enzymes hépatiques ont diminué jusqu'à normalisation à J5 après déclaration de ce DRESS syndrome, ainsi que les éosinophiles qui sont restés plus ou moins élevés à 550 éléments par millimètre cube à J5 pour se normaliser après 3 mois. De même que l'échographie abdominale, donc on a gardé cette image séquelaire pour obtenir enfin une échographie abdominale après 3 mois d'évolution. Donc pour récapituler, le cas de Khalil était un cas certain de DRESS syndrome à la céfotaxime, cette céfotaxime qui est largement utilisée,
qui est connue par son innocuité et le faible taux d'effets indésirables qu'elle peut entraîner. Donc le DRESS syndrome est une forme d'habitude qui est sévère, qui nécessite l'hospitalisation au milieu de réanimation avec des mortalités qui avoisinent les 10%, mais pour notre patient, c'était une forme modérée avec une cytolyse hépatique sans insuffisance hépatocellulaire. Heureusement pour lui qui n'a pas présenté d'autres atteintes systémiques et l'évolution était vraiment favorable sous traitement symptomatique uniquement. Donc cette observation présente une double originalité, celle de l'abcès du foie qui est une affection rare chez l'enfant, donc une incidence estimée entre 1 et 80% 1000 hospitalisations selon les séries. Donc l'âge moyen de déclaration, donc 40% des abcès hépatiques rapportés dans la littérature survenaient avant l'âge de 1 an. Donc les signes cliniques qui vont orienter vers cet abcès hépatique, c'est les signes généraux, la fièvre, les douleurs abdominales, les douleurs de l'hypocondre droit particulièrement, mais notre patient n'a pas développé de douleurs abdominales, ne se plaignait pas de douleurs abdominales, ce qui a un peu égaré le diagnostic au début. Et puis l'étiologie la plus fréquente des abcès hépatiques chez cette tranche d'âge, c'est les abcès apiogènes, avec le germe le plus fréquemment incriminé, c'est le Staph aureus associé au Staph coagulase négatif. Donc notre bactériologie était négative, peut-être parce que notre patient a eu une antibiothérapie auparavant, mais l'antibiothérapie doit viser en première intention ces deux germes-là. Donc pour le DRESS syndrome, c'est une toxidermie qui est potentiellement grave, qui survient dans un délai moyen de 2 à 8 semaines après l'introduction du médicament responsable, et là le délai qui est supérieur à 15 jours est très important à relever dans l'interrogatoire. Donc c'est une affection, c'est une toxidermie qui est rare, avec une incidence annuelle de 0,9 pour 100 000 habitants. La prévalence est de 1 à 10% dans la population pédiatrique générale selon les séries. Donc selon cette étude réalisée en Singapour en 2009, qui a porté sur 5000 enfants, donc l'étiologie la plus fréquente du DRESS syndrome était les antibiotiques, qui étaient responsables de 60% des cas de DRESS, en chef de file les bêta-lactamides. Et dans cette revue de la littérature assez récente qui était publiée en 2020, on trouve que le DRESS syndrome qui est dû aux céphalosporines de 3e génération concernait uniquement 10 cas rapportés dans la littérature de DRESS syndrome aux céphalosporines de 3e génération, notamment à la céphotaxine. Donc la physiopathologie de ce DRESS syndrome, elle est encore mal comprise jusqu'à ce jour. Donc, il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité retardée dont on parle d'une réactivation virale qui survient chez un terrain qui est génétiquement prédisposé. Alors, quand le patient va ingérer un médicament, ce médicament va être métabolisé au niveau du foie et il aura donc après être métabolisé au niveau du foie, les métabolites vont être métabolisés en ce qu'on appelle les aptènes. Ces aptènes, c'est-à-dire que c'est des substances antigéniques qui ne sont pas immunogènes par elles-mêmes, mais plutôt quand elles vont être, quand ils vont être reconnus par des anticorps préformés dans l'organisme, ils vont être présentés aux cellules présentatrices de l'antigène, donc circulantes, les cellules présentatrices de l'antigène circulent dans le sang, ils vont reconnaître ces aptènes qui sont les métabolites du médicament ingéré et ils vont se diriger vers les tissus lymphoïdes, notamment les ganglions lymphatiques. Alors une fois les cellules présentatrices de l'antigène dans le tissu lymphatique, ils vont libérer les cytokines pro-inflammatoires, donc l'interleukine 12, et ils vont activer les lymphocytes T CD4+, les T helpers. Alors ces T helpers vont elles-mêmes sécréter l'interféron et le TNF-alpha pour stimuler les macrophages. Ces macrophages vont sécréter l'interleukine, les plus puissantes cytokines pro-inflammatoires de l'organisme, donc l'interleukine 1 et l'interleukine 6, pour induire une réponse immunitaire. Quand un organisme est déjà infecté par des virus qui sont très fréquents en population pédiatrique, donc le BV ou le HHV6, ces virus sont à l'état latent au niveau de ces cellules. Donc cette réponse immunitaire va être à l'origine d'une réactivation virale et on dit que c'est cette réactivation virale qui est justement à l'origine de ces manifestations systémiques, c'est-à-dire le rash cutané, l'atteinte cardiaque, la néphrite interstitielle, donc l'atteinte rénale et l'atteinte hépatique. Mais bien sûr, toute cette cascade d'événements ne survient pas chez monsieur tout le monde. Il y a certainement un terrain de prédisposition génétique qui prédispose à cette cascade inflammatoire.
Donc pour la prise en charge de ce DRESS syndrome, donc elle n'est pas consensuelle, mais la prise en charge elle a été proposée par la Société française de dermatologie pédiatrique, et c'est dans cet article qu'ils ont proposé un arbre décisionnel. Et la prise en charge initiale, comme on a dit, donc dès qu'on suspecte une anaphylaxie médicamenteuse, il faut arrêter le médicament supposé, présumé, imputable à cette réaction. Et puis, en l'absence de signes de gravité, on peut se contenter de donner des dermocorticoïdes, des émollients et des antihistaminiques de type 1. Les signes de gravité qui peuvent déclencher de ce syndrome, c'est l'élévation des enzymes hépatiques supérieure à 5 fois la normale, une insuffisance rénale organique, la présence d'une pneumopathie interstitielle, myocardite ou péricardite. Donc là, nous allons donner des corticoïdes IV, la prednisone à la dose de 1 mg kg/jour, et en cas de menace vitale, c'est-à-dire s'il y a une hémophagocytose, une insuffisance médulaire, une encéphalite ou une hépatite sévère, là, avec les corticoïdes, on va associer des immunoglobulines IV à la dose de 2 grammes kg. Certaines études parlent de traitement antiviral en cas de preuve de réactivation virale, justement par rapport à cette physiopathologie qui présume qu'il y a une réactivation virale dans la physiopathologie du DRESS. Donc l'enquête allergologique doit compléter notre bilan. Donc c'est pour confirmer l'imputabilité de l'événement allergique aux médicaments. Donc les prick tests et particulièrement les patch tests dans le cas d'anaphylaxie médicamenteuse permettent d'orienter le diagnostic, mais le test de provocation-réintroduction reste le gold standard pour la confirmation du diagnostic. Donc voilà, pour conclure, mes take-home messages sont d'évoquer le DRESS syndrome devant une éruption cutanée chez un enfant qui reçoit un médicament depuis au moins 2 semaines. Donc la NFS et l'hyperéosinophilie particulièrement associée au bilan d'organes permettent d'orienter le diagnostic. La première chose à faire, c'est d'arrêter le médicament présumé responsable, de déclarer en pharmacovigilance et de traiter en fonction de la sévérité de la réaction allergique. Et je vous remercie. Merci, Dr Babria, pour ce cas très intéressant. On a le droit à quelques questions ou pas? Est-ce qu'il y a des questions pour les 2 cas cliniques? Moi, j'ai 2 questions peut-être pour le dernier cas clinique. En ce qui concerne l'antibiothérapie, vous avez insisté que le germe le plus fréquent est le staphylocoque, mais l'antibiothérapie était non anti-staphylocoque. Et c'est vrai qu'on en voit dans les abcès apiogènes, on voit les autres germes, donc les BG-, etc. La deuxième question, en ce qui concerne donc, le terrain favorable à cet abcès, je pense qu'il fallait explorer cet enfant, rechercher un déficit immunitaire, notamment la granulomatose septique, etc., pour éliminer un déficit immunitaire qui a exposé cet enfant à faire un abcès aussi volumineux. Donc, par rapport à l'antibiothérapie, certes, en première intention, nous avons utilisé la céfotaxime avec le métronidazole pour viser les BGN et les anaérobies. Mais comme l'évolution était favorable initialement et comme notre bactériologie était négative, donc on a opté pour garder la céphalosporine de 3e génération. Et pour le terrain d'immunodéficience, en fait, le bilan de déficit immunitaire a été fait chez ce patient. Ça n'a pas juste été mentionné dans le cas clinique comme tel. La céphalosporine, elle est aussi elle agit sur un staff communautaire. Le problème, c'est que c'était communautaire. Il n'y a plus de questions? Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Une pause? Oui. Je pense qu'il faut y penser de manière plus sérieuse, parce que si on fait des tests de manière systématique aux enfants qu'on voit, aux enfants hospitalisés, je suis sûre qu'on en trouvera plus. Là maintenant, vu la pénurie de tests, vu le coût du test, donc on s'attend à trouver vraiment les arguments pour aller faire un test, comme par exemple la lymphopénie ou autre. Mais une crise d'asthme, par exemple, qui ne fait pas ses preuves dans les délais habituels, malgré un traitement bien conduit, il faut penser au Covid. On a eu quelques cas comme ça. Ou une radiothorax qui est anormalement pathologique pour une crise d'asthme. Il faut penser au Covid. Et comme l'a dit l'oratrice, il faut se protéger. Le Covid est là. On a quelques cas chez l'enfant. Il faut se protéger. Il faut penser à faire les tests quand on a des arguments pour, du moins dans un premier temps.
Merci, donc on passe à la pause café.